Voyager en toute décontraction, rien de plus simple. Branchez-vous sur Voyage Voyage et découvrez le monde au travers de récits, de livres, de musique. Voyage Voyage, c'est en exclusivité sur RCF. Voyage, voyage, plus loin que l'ennui et le... Au micro, Théo Mertens. J'ai voulu voir Vezin et j'ai vu Vezin. Je suis arrivé par un jour de pluie, ce qui est tout à fait dans le thème de l'émission d'aujourd'hui, puisque avec Sylvie, nous allons parler de l'Irlande. L'Irlande, un pays de pluie, un pays méconnu pour ce qui est des pèlerinages, et pourtant il y a des routes, il y a des chemins. Sylvie, Radio Camino, Camino c'est le chemin de Saint-Jacques d'abord, après par extension c'est devenu ta petite entreprise. Alors c'est pas une entreprise, mais c'est le grand C de Camino qui désigne notre chemin de vie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup partager tout ce que les chemins m'ont apporté. Et donc je continue à utiliser ce nom Radio Camino pour communiquer autour de ces changements qu'on peut vivre. J'ai un de mes frères qui a fait ce chemin-là en long et en large plusieurs fois, qui a même été sur le chemin pour accueillir des pèlerins. Et donc, dans ma famille, on entend parler pas mal des chemins de Saint-Jacques, de Compostelle. Et donc, effectivement, moi, je connais mieux la route de la Via Francigena qui va à Rome, parce que ça traverse la Suisse et l'hospice du Saint-Bernard qui est tout à l'eau est quelque chose, un endroit cher à mon cœur. Mais effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure en commençant, il y a bien d'autres routes et bien d'autres chemins à découvrir. Comment l'Irlande, ça tombe pas sous le sens. Alors, c'est vrai que moi, je dis la même chose que toi aux pèlerins. Je dis, une fois que vous êtes arrivé à Saint-Jacques, vous serez certainement tombé dans la marmite et vous aurez attrapé le virus. Mais plutôt que de revenir encore et encore à Saint-Jacques, oui, essayons d'autres chemins, bien sûr, Rome, Assise. Et donc, j'ai fait pas mal de chemins depuis mon arrivée à Compostelle, vers le nord, vers Trondheim, patrie de Saint-Olaf, vers l'est, vers Saint-Martin, vers le sud, vers Rome et Assise. Et donc, il restait l'ouest. L'ouest, c'est vrai que c'est une région un peu plus pluvieuse. Donc, je me suis préparée quand même pendant le printemps en allant d'abord aux Açores et en Galice en hiver pour apprivoiser la pluie, ce qui n'était pas une mince affaire. Parce que nous, les Belges, on n'aime pas la pluie. Ça, c'est quand même... Oui, mais on est habitués en même temps. Ah oui, mais non, mais quand il pleut, on est à l'intérieur. On n'aime pas de sortir. Or là, il fallait se préparer à être avec les éléments. Et le point de départ de ce voyage, en fait, ce n'était pas du tout l'Irlande, c'était l'Écosse. Et j'ai pris un billet aller-simple pour Glasgow mi-juin et avec un ami, on a commencé à marcher vers le nord de l'Écosse et on a tenu en bivouac quand même, les pieds dans l'eau toute la journée pendant 15 jours, dévorés par les petites midges et donc avec cette pluie qui ne s'arrête que toutes les 5 minutes pour reprendre 5 minutes plus tard. Et c'est vrai qu'au bout de 15 jours en Écosse, j'ai vraiment craqué. J'ai trouvé que c'était très très difficile comme condition. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller dans un pays où il y avait plus de culture, plus de vie, plus de patrimoine. J'espère que les Écossais n'écoutent pas. Hein. Les Écossais des Highlands, tu sais, il n'y en a pas. En fait, il n'y a même pas d'animaux, il n'y a rien. En fait, c'est un désert. Alors, il y en a qui adorent ça, mais moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin du vivant incluant l'humanité et pas que le vivant nature. Donc, j'avais besoin de retrouver un peu ce côté plus civilisé. Et on a pris un petit bateau, presque en faisant du stop, et on a améri au nord de l'Irlande du Nord, dans une toute petite ville qui s'appelle Ballycastle. Alors Bally, on l'entend beaucoup en Irlande, oui, ça y a veut beaucoup, dire beaucoup village. Donc. Oui. Et là, à Ballycastle, je regarde sur ma carte et je vois qu'il y a un chemin de randonnée qui va vers Belfast ou qui part plus le long de la côte. Et je me dis, allez, on va essayer de voir le long de la côte. Un genre chemin des douaniers. Un genre chemin des douaniers, exactement. Et on marche, on se retrouve au Giant's Causeway, qui est quand même les colonnes basaltiques très connues du nord de l'Irlande. Site UNESCO, donc compliqué pour bivouaquer. Grosse tempête, la tente à peu près à 50 cm du bord de la falaise, le vent qui souffle toute la nuit. Donc le démarrage de l'Irlande était quand même pas facile. Et le lendemain, on croise un marcheur et ça m'avait l'air d'être un marcheur qui faisait 2-3 jours. Et en fait, non, il venait de marcher 40 jours. Il arrivait du sud de l'Irlande et il nous a dit, mais il y a un chemin qui traverse tout le pays. Ça s'appelle The Ireland Way. Il nous a donné sa carte et on s'est dit, tiens, allez,
Et si on faisait ça? si on faisait ça. Et tout ça dans un pub à l'abri, On était au bord du chemin, sous la flotte. sous la flotte, sous notre parapluie. Heureusement, le parapluie est toujours bien utile dans ces climats-là. Alors, comment on s'équipe? Surtout quand on part dans un endroit où, a priori, on ne devait pas aller, sauf que là, on est quand même dans des climats proches. Eh ben, en fait, bon, moi, je n'étais pas très bien équipée. Je m'étais dit, c'est l'été, donc j'avais des sandales. J'avais une robe que je n'ai pas sortie avant les 2 tiers du pays d'Irlande. Je ne l'ai même pas sortie une seule fois en Écosse. Et quand je suis arrivée dans le nord de l'Irlande, non, je n'étais pas équipée pour le vent froid. Et donc, je suis allée dans un charity, donc dans un magasin de seconde main. Et j'ai acheté des vêtements d'automne, un manteau, un t-shirt à longue manche, des chaussettes. Et puis voilà, je me suis équipée au bord du chemin. En fait, moi, j'ai jamais peur de ne pas être bien équipée parce qu'on trouve toujours le chemin. Nous donne toujours ce dont on a besoin. Donc voilà, c'était pas un problème. Par contre, j'ai gardé ce manteau jusqu'au dernier jour. Donc tout l'été, j'ai passé avec un manteau sur le dos quand même. T'aurais peut-être... Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voilà, donc vous avez entendu, mettez votre ciré, mettez votre chapeau anti-pluie, des bottes, non c'est pas bon pour marcher, hein, parapluie, des bonnes chaussures de marche, chaussettes de laine. Nous sommes en Irlande et nous partons du haut, tout à fait, et Northern Ireland, jusqu'en bas, sans doute, on va en savoir un peu plus. Tout à fait. Alors au départ, c'est vrai qu'on se dit 1000 km, oulala, ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est toujours la surprise en fait quand on fait des grandes traversées, c'est qu'au début ça paraît impossible et quand on arrive vers les 3/4, on se dit oh, on est déjà tout proche de la fin et alors on ralentit parce qu'on n'a pas envie d'arriver. Il y avait une route qui était balisée, une route de randonnée, on va dire, mais est-ce que c'est un pèlerinage ou pas? Alors, heureusement qu'il y avait une route balisée, ça je m'en suis rendu compte, parce que l'Irlande, c'est pas un pays qu'on peut traverser comme ça d'un point à l'autre. On est en fait beaucoup dans des propriétés privées, donc ça c'est un point qui est très important si vous allez en Irlande, ne pas commencer à se dire oh, bah, je vais trouver. Moi j'ai eu beaucoup de chance en fait, puisqu'on est tout le temps en train de traverser des clôtures par des petites échelles qui sont prévues pour ça. On rentre dans des champs où parfois il y a des taureaux, etc. Enfin, Ouais. Mais on a le droit de passage sur des propriétés privées, ce qui n'est pas le cas partout. Historiquement, d'ailleurs, c'est une des causes de l'immigration très importante au XIXe siècle, parce que la loi, les grands propriétaires terriens avaient changé leur loi. Le morcellement voilà, les terres. Ouais. Et du coup, les petits propriétaires terriens ne pouvaient plus avoir de moyens de subsistance. Et c'est encore ça qui subsiste aujourd'hui. Il y a des domaines, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est des domaines gigantesques. Il y a les deux, tout à fait. Il y a les anciens domaines des landlords anglais, qu'on repère souvent aux très beaux arbres, parce qu'ils plantaient quand même des magnifiques arbres, ça on peut leur donner Laissons-leur ça. Voilà, et puis on a toujours ces petites haies partout, mais c'est magnifique en fait, parce que même si c'est un pays qui n'a pas beaucoup de forêts, c'est un pays où on a beaucoup de biodiversité grâce aux haies. Les haies sont partout et très épaisses, très variées d'espèces autochtones. Pour le randonneur, ça permet de se mettre à l'abri un peu. Non. On préfère les églises. Ou l'or à 4 pattes. Alors la question, est-ce que c'était un pèlerinage? Alors c'est une bonne question parce que je me suis posé moi-même cette question vu que j'avais l'habitude plutôt de parcourir des chemins initiatiques, des chemins qui ont une histoire liée à un saint ou à un sanctuaire. Et ici, en fait, je suivais la route de O'Sullivan, qui est un soldat irlandais qui avait décidé de se battre à peu près tout seul, enfin, avec un millier de suiveurs contre les Anglais. Et ils ont fait une marche forcée où ils sont arrivés à 62 au final, donc ils sont presque tous morts. Et donc le chemin commémorait cette histoire pas très sympathique de l'histoire irlandaise, encore une histoire très, très tragique. Et en plus, moi, je le suivais dans le mauvais sens, entre guillemets, mais qui pour moi était le bon sens. Alors, j'explique pourquoi. En fait, un chemin de pèlerinage, c'est surtout un chemin, dans ma vision à moi, qui va vers un but qui est souvent un Finistère. Et ici, il se trouve qu'on se termine ce chemin à la pointe sud-ouest de l'Irlande, et c'est l'endroit en Europe où le soleil se couche en tout dernier.
Et donc, on chemine vers vraiment la fin de l'Europe. Et donc déjà, ça avait une belle dimension de marcher plutôt du nord vers le sud. Ensuite, c'est un chemin qui est quand même parsemé de lieux de culte, que ce soit des lieux de culte chrétiens, mais aussi des anciens lieux païens, mais très, très vénérés encore, des puits sacrés, des rochers sacrés, beaucoup de cercles de pierre. Donc c'est hyper intéressant en fait de voir que la culture celte est encore présente et était juste intégrée dans le christianisme. Et on est aussi sur un chemin, oui, qui pour moi m'a permis de me dépouiller et de me mettre dans un état de vulnérabilité qui est typique finalement de l'état de pèlerin, et de dire oui à tout ce qui vient, même si ce n'est pas toujours ce qu'on attend, à part a priori la pluie, mais tout le reste. Donc oui, pour moi c'était un vrai chemin de pèlerinage, et j'ai vraiment senti à l'arrivée qu'il y avait quelque chose qui s'était transformé. C'est certain que l'Irlande et l'Écosse, dont on a parlé tout à l'heure, sont des pays chargés d'histoire et de culture. Justement, en parlant de culture, la langue gaélique est encore très pratiquée là-bas, surtout dans les campagnes, je suppose, dans les villages un petit peu à l'écart. Ça n'a pas posé de problème. Ils parlent tous anglais, mais avec un accent horrible, mais bon. Et oui, il n'y a pas tellement de gaélique, à part dans une ou deux petites régions. Malheureusement, non, elle a tendance à se perdre. On la retrouve dans la chanson, heureusement. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de pubs où on aura de la musique anglaise. Donc moi, j'ai été un petit peu sur ma faim par rapport à cette culture gaélique. J'avais beaucoup d'attentes, en fait, en me disant, je suis dans un pays celte par excellence. Quand on voit que les Bretons, ils mettent cette culture celte très fort en avant. Eh bien là, non, ça fait partie des choses normales, mais je dirais que le gaélique, c'est un peu comme le wallon chez nous. C'est vraiment en train de se perdre. Et même s'il y a des initiatives pour le raviver, c'est pas gagné, quoi. Mais les panneaux de signalisation sont quand même bilingues, non? Pas partout. Pas partout. Non, pas partout. Et c'était vraiment dans le sud-ouest, il y avait un comté où on parlait beaucoup gaélique, mais sinon de moins en moins. Alors, les rencontres, parce que finalement, une route comme ça, c'est pas juste mettre un pied devant l'autre, c'est rencontrer des gens. C'est ça qui est le sel d'un pèlerinage. On rapporte des anecdotes, on rapporte des histoires, on trimballe ces histoires, on les dépose quand on arrive. C'est tout ça, hein? Oui, alors moi, donc c'est une traversée de l'Irlande par ce qu'on appelle le cœur secret de l'Irlande, donc les Secret Heartlands, c'est-à-dire les régions où il n'y a jamais de touristes. Mais vraiment, quand je dis jamais, je n'en ai pas vu un seul jusqu'à la pointe sud-ouest. Donc vraiment, c'est très rare. Du coup, les gens sont complètement ouverts, et l'Irlandais vraiment est un peuple extrêmement accueillant. Je pense que c'est lié à tout ce qu'il a souffert dans son histoire. Mais donc les gens sont en pleine empathie quand ils vous voient grimper une côte, ils vont vous inviter, en dire allez viens boire un thé. Le thé vient toujours avec des petits gâteaux, du lait et un petit truc pour la route. C'est juste un prétexte. Donc il y a vraiment eu des rencontres. Bon, je suis un jour arrivée dans une boucherie et je voulais un demi-poulet rôti, et puis le boucher me dit non, écoutez, je ne vends pas mes demi-poulets, je vends des entiers. Je ne peux pas transporter un gros poulet rôti. Et puis je dis, c'est pas grave, merci. Et puis il me dit, non mais attendez, venez. Et puis il me fait passer derrière le comptoir, il m'emmène dans l'arrière-cuisine, il m'assied, il va chercher du poulet dans son comptoir, du pain, du beurre, du café, du thé. Et il me dit, voilà, maintenant vous mangez et vous ressortirez quand vous serez rassasiés. Voilà, invité par le boucher, c'était magnifique. Vraiment. Et le poulet était bon. Et du coup, c'est du très bon poulet. Sylvie, on parlait tout à l'heure de ces bocages qui sont ces grands domaines qui sont séparés par des haies. Mais évidemment, s'il y a des clôtures, c'est parce qu'il y a des animaux. Et en Irlande, on rencontre des panneaux de signalisation qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Attention aux taureaux, beware of the bull. Alors, on rencontre heureusement beaucoup de moutons, parfois aussi des vaches et des veaux. Mais effectivement, la première fois que j'ai vu ce panneau, je riais en me disant, bah non, ils ont quand même pas mis un taureau dans le champ que les marcheurs vont traverser. Et puis, un beau jour, heureusement, j'ai vu le taureau avant de rentrer dans le champ, parce qu'il était vraiment, vraiment pas d'humeur et il nous aurait jamais laissé passer. Du coup, on a dû faire 7 km de détour par la route pour éviter un taureau mal en point. Mais en fait, après coup, je me suis dit, ça c'est encore un beau petit signe du destin, parce que ce soir-là, en fait, j'avais
je ne devais pas aller plus loin. Je devais revenir sur mes pas. Et j'ai rencontré une famille qui m'a hébergée dans un minuscule petit village. Et j'ai passé une très belle soirée. Donc, il n'y a jamais de hasard. En fait, quand ce genre de petits contretemps arrive, moi, je m'interdis toujours de râler. Je me dis toujours, ben, le chemin a quelque chose à m'apprendre avec ça, que ce soit sur ma propre patience, beaucoup à m'apprendre, ou simplement parce que, ben voilà, ce jour-là, il y avait une rencontre, elle était là. Et finalement, elle était inévitable, cette rencontre. Quand on est sous une drache, parce que ça c'est un mot que tout le monde connaît bien chez nous et ça prend tout son sens là-bas, comment on fait pour lâcher prise en se disant « qu'est-ce que je fous ici ?» Alors, on ouvre le parapluie, déjà, ce qui évite de il ramasser... est déjà ouvert depuis le matin. Hein. Alors, en Irlande, c'est pas comme l'Écosse. Donc, souvent, ce que je faisais, c'est que je regardais la météo en Écosse et je me disais « ah, mais c'est vraiment bien mieux qu'en Écosse ici ». Donc ça, c'est un point. Et puis, c'est une pluie qui est finalement un peu comme la pluie belge, c'est-à-dire qu'il pleut et puis ça s'arrête. Tandis qu'en Il y a Écosse... beaucoup d'éclaircies, hein. Le temps est très changeant plutôt. Mais ça allait. Moi, j'ai trouvé que il y avait moyen de se dire, bah, voilà, je peux enlever mon manteau et pendant 3 heures, je ne dois pas remettre de manteau. Si on est dans des pays comme l'Écosse, oui, toutes les 5 minutes, il faudrait se rhabiller. Et ça, c'est épuisant parce qu'on ne peut jamais s'arrêter. Mais le climat irlandais ne m'a pas trop dérangée, en fait. Et pourtant, tous les Irlandais que j'ai croisés m'ont dit « Oh, we are so sorry for the weather ». Ils venaient s'excuser du temps et me dire que c'était le pire été qu'ils n'avaient jamais connu. Mais c'était on va dire un printemps belge, quoi. C'était pas si compliqué que ça, finalement. Et je n'ai pratiquement jamais monté la tente sous la pluie, ce qui est quand même le pire. C'est quand on est mouillé, le sol est mouillé et que la tente doit être montée. Il y avait toujours une éclaircie pour monter la tente ou un fermier qui me prêtait son hangar et là, j'étais à l'abri. Ou l'occasion de sécher tout. Et puis le lendemain, il y a toujours une occasion pour sécher. Oui. Donc quand évidemment, on replie la tente, elle est mouillée parce qu'il y a ou de la rosée ou de la pluie, mais on trouve toujours un moment de la journée où il y a un petit coup de vent et où on peut sécher. Donc voilà, ça sèche très vite une tente. Donc pas de drame. En fait, on relativise vraiment beaucoup. On a les pieds mouillés, bah oui, bah ils sont mouillés. Voilà, c'est comme ça. En conclusion, ce sont des routes qui ne sont pas très suivies, je veux dire, par les pèlerins continentaux européens. On va toujours vers le sud, on va à Assise, on a mentionné tout à l'heure, Rome, Compostelle, Fatima peut-être, ou alors on prend un car ou on prend un avion. C'est aussi des pèlerinages. Tout le monde n'a pas la possibilité de marcher comme tu l'as fait. Comment on se sent à l'arrivée d'une route pareille? Parce qu'on a croisé des gens, mais on a croisé surtout des gens du pays. Peu de pèlerins. Alors, les gens savaient qu'il y avait vaguement un chemin. En tout cas, moi, je leur disais toujours, pour pas qu'ils s'inquiètent de voir de Romanichel avec un gros sac, voilà, on est en train de suivre ce chemin. Et dans chaque région, il a un autre nom. Donc, on essayait de bien, c'est facile, ça. de bien leur dire qu'on était sur le chemin. Donc, ça les rassurait. Ils n'étaient pas du tout méfiants, les Irlandais, contrairement à d'autres pays qu'on a pu traverser lors d'autres voyages. Moi, je vois souvent une différence après 40 jours de marche. C'est très, très symbolique ce nombre, mais à chaque voyage, au bout de 40 jours, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur. Et c'est un petit peu comme si on se connectait à plus grand que soi, ou au chemin, ou que le chemin rentre en nous. Je ne sais pas trop l'expliquer avec des mots, mais il y a une joie qui revient, il y a une créativité qui est là, il y a une inspiration, une connexion, enfin voilà. Et donc, je pense que le fait d'arriver, on arrive en fait très serein, très heureux d'avoir accompli un beau voyage. Moi, je prends toujours bien le temps d'arriver aussi, de ne pas rentrer trop vite. Donc après mon arrivée au bout de Dursey Island, au bout du sud-ouest de l'Irlande, j'ai encore pris une dizaine de jours pour atterrir et puis marcher jusque Cork, d'où je repartais. Donc c'est un petit peu comme on fait un Finistère quand on arrive à Compostelle, histoire d'arriver et de ne pas être dans la mélancolie dès qu'on rentre en Belgique, mais au contraire de se dire, voilà, j'ai accompli un beau chemin vers moi d'abord, et puis vers les Irlandais. Je comprends mieux ce peuple, son histoire. C'est un pays qui m'a vraiment fait du bien par rapport à la place que l'homme occupe au milieu de la nature. C'est un pays où il y a encore de la place pour le vivant. L'homme étant dedans, mais il y a beaucoup de respect, je trouve, quand même, globalement pour la nature, même si elle est exploitée, mais il y a une harmonie. Et donc c'est un pays qui m'a beaucoup apaisée, qui m'a donné confiance, et puis vraiment énormément de gratitude pour toutes les marques
d'amitié et de générosité que j'ai reçue. Donc, c'est un chemin qui m'a nourrie. Oui. Au bout des 40 jours, un aboutissement ou un départ pour Euh, quelque chose de nouveau? Alors, moi, ma vie, elle s'organise entre des périodes sédentaires et des périodes nomades. Donc, il y a l'arrivée après les 3 mois de nomadisme, on redevient sédentaire. Donc, c'est un nouveau départ, mais pour être bien en tant que sédentaire et pas avoir tout de suite la quête de repartir. Ça, c'est très important pour moi aussi de rester ancré quand je suis sédentaire et d'être totalement en liberté quand je suis sur le chemin. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus, il y a un site sur lequel on peut voir des podcasts, enfin, on peut les entendre, puis il y a une chaîne YouTube également. Hein. Oui. Et Radio Camino, c'est Tout ça? s'appelle Radio Camino. Le site, c'est www.radiocamino.net. La chaîne YouTube, Radio Camino. Et le podcast, c'est Radio Camino, le podcast qui vous met en chemin. Eh bien, merci Sylvie. Merci beaucoup. On se retrouvera dans quelques temps pour de nouvelles aventures. Avec plaisir.